Et si vous regardez, je donne un indicateur, parce qu'on ne pense pas effectivement que l'on parle en l'air. Quel est le parti, la mairie, la collectivité territoriale, une commune ou un arrondissement qui est allé avec un budget participatif? Et quand je dis un budget participatif, c'est quoi dans le cadre effectivement du développement local? Peut-être qu'il faut préciser, sinon... Oui. C'est-à-dire que les populations sont concertées, consultées effectivement sur le budget. Voilà effectivement les ressources que nous avons, nous pouvons mobiliser. Voilà effectivement ce que nous voulons faire, financer. C'est quoi votre avis? J'ai jamais vu ça. Dans aucune commune, dans aucun arrondissement. Grosse faille. Ensuite, est-ce que vous avez déjà vu une mobilisation pour inviter à participer à des délibérations d'un conseil? Les textes disent, et ça c'est très bien au plan théorique, que c'est ouvert, participatif. Mais on s'arrange toujours à faire en sorte que ce ne soit pas su, parce qu'on veut effectivement prendre des décisions qui ne vont pas dans le cadre. Même s'il faut préciser que quelquefois, il y a des rencontres de redevabilité qui sont organisées par les communes pour faire le bilan donc, de la gestion. Institutionnellement, ils ont quelle périodicité? C'est ça le problème. Ça ne doit pas arriver effectivement par la volonté ou la valeur individuelle d'un individu, mais sur la base institutionnelle et de principe. Effectivement, si on prend des communes, je peux vous citer une commune. Prenez la commune de Dori, avec le vieux Arba Diallo. Mais c'est un exemple de probité dans la gouvernance, d'expertise, de compétences, de redevabilité et d'impact et de réalisation. Mais on peut citer combien comme ça? Donc, ne prenons pas le jeu de récupération pour effectivement... Ensuite, la faille, c'est quoi? Une autre faille, c'est quoi? Une autre faille, c'est que, dans ces conditions, la collectivité territoriale finit par être un instrument de campagne que l'on mène pour les opportunités d'élection à venir. Donc, ce n'est plus pour servir le développement local, mais c'est pour faire de la campagne pour les fois effectivement à venir. Et puis, il y a eu effectivement comme un masque qui a fait que on ne voyait plus les questions de développement. Le problème foncier. Si vous attrapez effectivement un conseiller municipal ou un maire, sa première préoccupation, disons même sa préoccupation essentielle, c'est les parcelles, les lotissements. Les lotissements. Si bien que on ne voit pas autre chose. Et les populations, même de façon pédagogique, perdent de vue que la décentralisation... de développement, la construction d'infrastructures, donc, tout ça. De développement local, de communication intégrale qui est intervenue à partir de 2004, il s'est agi simplement de déconcentration. Et tous les petits avantages que l'on peut citer par ce qu'on va appeler la communication intégrale, c'est le rapprochement des administrés, de l'administrateur, et le fait effectivement que je peux faire mon certificat de dispense, mon certificat de nationalité, mon acte de naissance, etc. Et ça, c'est quoi? Ça, ce n'est même plus les élus. Parce qu'on oublie qu'avant qu'il y ait effectivement les élus, il y a ici, il y avait, et il y a toujours l'administration qui est continue. Donc, c'est comme si les élections, pour asseoir effectivement une structure qui va réfléchir, rapporter le développement à la base, c'est rien quoi. Et puis, regardez au plan politique, il y a une faille politique grave également. Le président du FASO présente son programme avec le soutien d'un certain nombre de partis politiques. Après, il arrive effectivement à son programme de gouvernement. C'est sur cela qu'il va être jugé. Et puis, il y a comme un détachement total avec effectivement les collectivités territoriales. La base, oui. Alors que, où est-ce que le développement se fait? Le développement se fait effectivement à la base, dans les communautés et par les collectivités, les communautés. Donc, et quand il y a effectivement cette rupture, les gens, ils vont effectivement à la campagne, pourquoi? Ils ne présentent aucun programme. Tant effectivement les conseillers, qu'il n'y a pas de programme. C'est par la suite qu'il y a des PCD comme pour orner effectivement les tiroirs de la mairie que l'on fait et on range. Mais ça n'a rien absolument à voir avec... Ainsi, ils sont là pourquoi? Juste pour les parcelles. Donc,
pour ce qui est du processus, ça c'était au niveau effectivement des failles politiques. Oui. Les failles, non, mais il y a une... Ok, d'accord. Oui, on va revenir parce qu'il y a d'autres invités certainement qui voudront s'exprimer sur la question. Oui, Imhotep Bayala, il y a eu beaucoup en tout cas de failles, manque de ressources financières et ressources humaines qualifiées aussi. Il y a aussi le décalage entre déconcentration et décentralisation. Alors, Gervais Nadambega en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi des problèmes de coordination entre l'État et les collectivités. Alors, vous, quel bilan vous pouvez faire justement donc des failles comme on a pu constater dans la gestion des communes, des failles et des insuffisances? Oui, je pense qu'il faut repartir, interroger même l'élément moteur de notre décentralisation, le PNGT 1, PNGT 2, et voir qui étaient les artisans clés. Est-ce que c'était une volonté nationale politique, c'était une vision au plan politique qui participait d'une stratégie de rapprocher l'État de ses citoyens et de faire vice-versa ce que les citoyens se sentent impliqués dans l'action de développement dont les revenus et les fruits reviennent à améliorer leur quotidien. Alors quand on regarde ces plans de développement, les PNGT 1 et PNGT 2, Programme national de développement territorial. Oui. Et on regarde des gestions des territoires. Alors, quand on regarde les acteurs clés qui ont été mobilisés et qui l'ont fait, tout comme la démocratie qui, un beau matin, nous est apparue dans l'univers public comme une injonction néocoloniale, je dirais que malheureusement, nous n'avons pas su réinventer notre propre outil politique de gouvernance, si bien que c'est à coup de programme porté par la Banque mondiale que nous sommes allés à pas de course vers ce qui serait une décentralisation, mais qui au final s'est révélé être une déconcentration des mêmes pouvoirs pour les mêmes acteurs, mais au niveau vraiment prolongé, au niveau véritablement déconcentré. Et lorsque tous les motifs et les mobiles de ces injonctions politiques ne sont pas suffisamment tropicalisés, sinon maîtrisés par ceux qui sont réellement demandeurs de décentralisation, sentir l'État et participer au quotidien à l'action de l'État. Ce n'est pas un État spectateur de ces populations les plus éloignées ou des citoyens spectateurs d'un État qui doit arriver et qui arrive toujours en retard au cas où il arrive même. Et pour les cas où il n'arrive pas, alors vous continuez de végéter dans un certain chaos. Mais sauf que cette articulation de base fait en sorte que nous n'avons fait que empiler les problèmes, sinon les déplacer. Et en lieu et place que la décentralisation soit un élément de justice sociale, de justice politique, alors ça nous a sécrété plus de problèmes que le modèle de l'État néocolonial lui-même avait déjà provoqué. Et donc on a déporté au niveau déconcentré, ou bien on a décentralisé les tares de l'État central. Et parmi les éléments de tare de l'élément central, il y avait quoi? Il y avait déjà les questions de la légitimité des élites. Parce que, aussi bien qu'est magique un outil, je ne sais pas comment il peut avoir une capacité au-delà de son ambassadeur qui lui a l'opposé même de l'outil et de ses valeurs, et de faire des miracles ou de faire de la magie. Et quand on quitte la notion de la légitimité et de la qualité des élites dirigeantes, on questionne le modèle même par lequel on élit. Tout de suite, ça a été évoqué. On choisit des gens qui, en lieu et place d'être rattachés aux ambitions de l'État central de créer un développement qui embarque tout le monde, alors on a créé des sous-fifs politiques. C'est comme un gourou entouré de ses disciples qui ne jure que par ses intérêts et par ses ambitions. Donc on est parvenu par notre modèle de décentralisation à déconnecter l'acteur de décentralisation de l'acteur décentralisé et donc à faire de lui quelqu'un qui, en lieu et place de se questionner sur un gap de temps donné, qu'est-ce que l'action
de l'État central et la souveraineté nuancée qu'on a au niveau déconcentré, local, a permis finalement d'articuler en termes d'infrastructures socio-sanitaires, en termes d'infrastructures socio-éducatives. Si ce n'est les rendez-vous électoraux pour le Djandjoba que nous avons tous toujours décriés. Et ces cycles électoraux ont été plutôt l'objet de focalisation de toutes les attentions, et y compris de la petite oligarchie au niveau local. Et c'est un jeu d'intérêt qui se joue entre le leader politique désigné et les acteurs économiques qui prennent en otage un outil au détriment des masses populaires à qui l'outil est dévolu. Est-ce qu'on doit être étonné du bilan catastrophique qu'on est obligé de présenter? Sur ce même plateau, j'ai dit, pour ce qui est des maires, mais il y a presque, par le modèle politique, pas de maire qui n'est pas un entrepreneur en bâtiment, en BTP. Et on peut se poser la question, quel est le lien fondamental qui existe entre la profession de maire et le statut de promoteur immobilier? Et c'est à partir de là, vous découvrirez toute l'explication profonde qu'il donnait en matière de foncier, c'est-à-dire le dépeçage, le morcellement, c'est-à-dire, c'était devenu l'élément central de toutes les attentions, y compris même des membres de partis politiques compétissant au niveau local, c'est-à-dire les conseillers municipaux, issus de diverses obédiences politiques et de coloration politique, mais au devant et en présent des intérêts fonciers, alors ils sont issus de la même chapelle politique. Comment prendre autant au peuple? Comment isoler les masses populaires de leurs terres? Et j'avoue que finalement, rien que les rapports faits sur le foncier par l'Assemblée nationale en disent long. Je voudrais m'arrêter là. D'accord. Alors nous avons un spécialiste du domaine avec nous, M. Batoro, justement vous qui êtes du ministère en charge de la décentralisation, qui avez suivi ce processus donc depuis bien longtemps. Alors quelle faille vous pouvez donc détecter, si on peut le dire ainsi, de tout ce processus qui a été mis en place depuis 2004? Okay. Merci, M. Sagnon. Il faut d'abord revenir à l'esprit même de la décentralisation, qui était la contribution des populations à la base en ce qui concerne le développement local et au-delà le développement national. Mais quand on regarde un peu le dispositif mis d'abord en ce qui concerne l'élection des maires, il faut revenir au code général, au code électoral, où le mode d'élection des conseillers se faisait sur la base de la circonscription administrative qui était le secteur ou le village. Et en fonction du nombre de villages et en fonction du nombre de villages et du nombre de secteurs au niveau d'une commune, on pouvait se retrouver avec un nombre assez pléthorique de conseillers municipaux. Je prends par exemple l'exemple de certaines communes telles que Kamti, 117 villages, vous avez près de 234 conseillers municipaux. Quand on prend la commune de Ouagadougou, plus de 250 conseillers municipaux. Vous voyez ce nombre pléthorique-là, il représente les différents villages, les différents secteurs au conseil, dans les différents conseils municipaux. Mais est-ce qu'en réalité, ce nombre-là était vraiment efficace là, pour conduire à fond les questions de développement au niveau de la collectivité territoriale? Et quand on y regarde de près, on se rend compte que c'est peut-être une minorité qui fait le travail à la place de la grande. Surtout qu'il n'y avait pas de critères de désignation, je peux dire comme ça, peut-être des conseillers qui peuvent être... Les conseillers sont élus au suffrage universel direct. Oui. Et le deuxième élément, c'est comment on élit maintenant les maires. Les maires, comme M. Nadambenga l'a dit, ils sont élus au suffrage universel indirect. Ce sont les conseillers qui se réunissent et qui élisent pour désigner le maire. Donc vous voyez, du coup, les populations à la base n'ont pas une idée précise sur celui-là qui va devenir le maire de la commune. Ça pose un problème. Et comme il a également expliqué, c'est la force des partis politiques là, sur les questions de désignation des maires au niveau des différentes communes. Le maire désigné se sent plus redevable du parti politique que de la population à la base. Qui ne l'a pas désigné directement. Et vous voyez que là,
c'est un sérieux problème. Donc la pléthore là, peut être analysée sous deux formes. On veut que tous les conseillers, tous les villages soient représentés, mais voilà, un effet pervers. Voilà. Le deuxième élément, c'est la faible représentation des femmes au niveau des conseils de collectivités territoriales. Quand on fait le point, malgré l'adoption de la loi quota genre, le nombre de femmes dans les conseils municipaux était assez faible. D'accord. Alors, en tout cas, tout ce processus a abouti à des résultats, à un bilan, en tout cas, qui n'est pas reluisant, si on peut le dire. On a vu beaucoup de crises politiques dans les communes. Après, il y a eu des suspensions, il y a eu voilà, beaucoup de problèmes dans les collectivités territoriales, donc, qui ont abouti à des crises politiques, à des dysfonctionnements assez graves dans certaines communes. On peut prendre Saponé comme exemple, même Banfora. Beaucoup de communes, en tout cas, qui ont connu de graves crises de fonctionnement dues au fait que à l'interne, les conseillers n'arrivaient pas à parler d'une seule voix et ça bloque le processus de développement. C'est exact, M. Sagnon. 2016, tout juste après l'élection des maires et des conseillers, on a dû dissoudre 17 conseils municipaux. Oui. Et on a repris les élections en 2017. Et quand vous voyez un peu, le coût d'organisation des élections dans une commune, c'est environ 100 millions de francs CFA. Du coup, les élections qui devraient être des cadres, comment on appelle, des cadres de rassemblement, deviennent des cadres de division. De discorde politique. Vous avez pris le cas de Saponé. Vous rappelez dans un passé un peu lointain, l'installation du maire de la commune de Bobo-Dioulasso, il y a eu mort d'homme. Il y a eu beaucoup de violence dans certaines communes. Dans certaines communes. En plus, il y a également les motions de défiance qui ont été engagées à l'encontre des présidents du conseil de collectivité territoriale. Quand on prend le cas de Dissim, de Boussé, de Goursi. Autre exemple très emblématique, c'est le cas de la commune de Bani. Vous voyez, Bani, à partir de la motion de défiance qui a été déposée contre le maire le 8 décembre 2018, le blocage du conseil municipal s'est poursuivi jusqu'à la dissolution des conseils municipaux en 2022. Donc vous voyez, que de temps perdu. Que de temps perdu. Alors que l'ambition, c'était vraiment comment faire participer les populations à la base là, au processus de développement endogène. Oui, alors, docteur Nebié, comment est-ce que vous voyez ce processus de décentralisation donc, qui a été mené sous l'ancien code depuis 2004? Quel bilan vous faites donc de ce processus-là? Merci bien, M. Sagnon. Comme cela a été dit dans le compte rendu du Conseil des ministres par le ministre en charge de l'administration territoriale, M. Émile Zerbo, le code qui date maintenant de plus de 20 ans, 2004, comme vous l'avez dit, il y avait quand même nécessité qu'on relise un certain nombre d'aspects. Parce que c'est vrai, ce code-là a connu ses moments forts, ses points de force, mais les faiblesses étaient telles que si on ne relisait pas, il y avait quand même beaucoup de points noirs. Tout à l'heure, les copanélistes l'ont dit, quand vous prenez par exemple l'élection des différents maires, où les populations élisent les conseils municipaux, mais in fine, ils n'ont pas la maîtrise de qui va être le maire, et sachant que les maires sont élus parmi les conseillers municipaux, et ces maires-là répondent parfois plus de leur chapelle politique que des citoyens à la base. Je pense qu'il y a un problème. Les populations elles-mêmes, parfois, n'étaient pas trop impliquées dans le processus, de telle sorte qu'on parle en même temps de développement à base, mais si vous n'impliquez pas davantage les populations, le développement intégré, le développement endogène qui est cher au président du FASO ne peut pas être une réalité. On a vu les conflits, et ça a été dit également sur ce plateau, les conflits qui sont nés du fait justement de l'élection des maires. Et M. Batoro, qui est un spécialiste du domaine, a tout à l'heure montré qu'en 2016, on a fait les élections et juste après, on a dû dissoudre 17 conseils municipaux pour les reprendre en 2017. Et sachant que l'élection
de chaque conseil municipal au niveau de la commune coûte environ 100 millions. On est dans l'ordre de 1 milliard 700 000 francs. 700 millions, autant pour moi. 1 milliard 700 millions. C'est énorme. Si vous prenez cette somme-là, en termes d'école, ça fait combien d'écoles? En termes de maternité, ça fait combien de maternité? C'est énorme. Des ambulances, on peut en acheter. Donc, il y avait nécessité quand même qu'on relise le code pour purger les éléments de faiblesse et faire en sorte que les populations, véritablement, soient ceux-là qui portent l'élection des maires. Parmi les exemples qui ont été donnés, il y a le cas emblématique également de Karangasso-Vigué, où on a vu, je crois qu'il y a eu même mort d'homme. Moi, je crois que tout cela, mis les uns dans les autres, montrait la nécessité d'aller de l'avant. Moi, j'allais prendre un exemple pour terminer là-dessus. Je connais une commune où, par exemple, la commune fait 22 villages. Mais dans la même commune, vous trouvez un village dont on dit que le maire de la commune ne peut pas être issu de ce village-là pour des questions ethnicistes dans la même commune. Donc, dans un pays, si on veut qu'il y ait cohésion nationale, si on veut qu'il y ait développement, le développement national ne peut venir, ne peut être une réalité que si les populations à la base elles-mêmes sont intégrées dans le processus. Donc je crois que ce code-là véritablement va venir purger un peu les défauts de l'ancien code et que désormais les populations vont être au cœur du développement. D'accord. Alors, M. Batourou, au-delà des questions d'élection, du processus même électoral, dans la gestion, il y a eu beaucoup également de failles sur le plan économique, la mobilisation des ressources, la gestion ou l'utilisation donc des ressources collectées au sein des différentes collectivités. Alors, en termes d'impact, c'est-à-dire de la gestion des collectivités par les maires, est-ce que là également on peut dire qu'il y a eu des failles? Bon, là-dessus, il faut être un peu mitigé. Parce que quand on fait un peu le bilan sur le développement économique au niveau des collectivités territoriales, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées, surtout dans le domaine social. On a construit des écoles, des CSPS, des forages au profit des populations. Et c'était la vocation première des collectivités territoriales. Et généralement, c'était des prévisions qui étaient faites au niveau du plan local de développement au niveau de la commune. Vous voyez que la commune a vocation à produire des services sociaux de base aux populations. Tout à fait. L'autre dimension, c'est il y a eu également la construction des infrastructures marchandes pour avoir des ressources financières, pour améliorer, si vous voulez, le niveau de recouvrement des recettes propres au niveau des collectivités territoriales. Vous voyez, par-ci, par-là, il y a des boutiques de rue qui sont construites, mais certaines boutiques de rue ou bien certaines infrastructures sociales et économiques n'ont pas été construites sur la base d'études socio-économiques. Donc vous allez voir, il y a des boutiques qui, le long des voies, ne sont pas occupées et ça pose vraiment un problème. L'autre élément qui est très très capital de mon point de vue, c'est le fait que les aspects de développement économique local n'ont pas suffisamment été pris en compte au niveau de la gestion au niveau des collectivités territoriales. On n'a pas eu de projet structurant qui pourrait créer des emplois sur la chaîne de valeur au profit des collectivités territoriales. Et ça, c'est vraiment un regret. Sinon, elles ont fait ce qu'elles pouvaient, mais au regard même de certaines réalités, c'était vraiment très très difficile pour certaines collectivités territoriales d'avoir des grands projets structurants pouvant créer des emplois, mobiliser les jeunes autour des questions de développement. Voilà. Alors il y a eu ces questions également qui ont été assez difficiles à gérer, notamment la question des transferts de ressources aux communes qui n'a pas été comme les plans le prévoyaient. Oui, sur la question des transferts de ressources aux communes, il faut aussi, à ce niveau-là, relativiser un peu les choses. Il y a l'obligation de transférer des compétences au niveau des collectivités territoriales. On a transféré les compétences, mais les ressources n'ont pas suivi. Tout à fait. Et ça, c'était une grosse difficulté. Et aussi, les collectivités, dans la plupart des cas, n'avaient pas toutes les compétences nécessaires là pour prendre en charge les compétences qui leur sont transférées.
Notamment en termes de ressources humaines. En termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, pour prendre en charge les différentes compétences transférées. Et vous voyez que là, ça pose un problème. Et l'autre élément aussi, c'est comme également si on avait, au niveau des différents secteurs qui faisaient les transferts, là, on avait vidé un peu le contenu de ce qu'elles faisaient au profit des collectivités territoriales qui n'ont pas suffisamment les moyens pour pouvoir prendre en charge ces compétences qui leur sont transférées. Et ça, c'est vraiment des difficultés. Et c'est la raison pour laquelle des innovations vont être portées dans ce domaine pour corriger cet état des choses à travers les nouvelles compétences, à travers les compétences qui vont être transférées au niveau du nouveau code. Du nouveau code. Justement, on en parle donc le nouveau code, on l'a dit dès le début donc de cette émission, c'est le 30 octobre dernier que le Conseil des ministres a donné son quitus donc pour, j'allais dire, l'envoi donc de ce projet donc de loi à l'Assemblée législative de transition donc pour vote. Alors, quelles sont les grandes innovations donc, de ce projet, quand on sait que, en tout cas, le Conseil a clairement dit que le projet de loi permettra donc de renforcer le dispositif juridique pour une meilleure organisation donc, et un fonctionnement efficient des collectivités territoriales au Burkina Faso. Quelles sont les grandes innovations? L'une des premières grandes innovations, c'est le renforcement du mécanisme de collaboration entre les collectivités territoriales et les services techniques déconcentrés de l'État. Elle le faisait déjà. Dorénavant, cette coordination-là va se faire sous la coupe du chef de circonscription administrative territorialement compétent. C'est lui qui va encadrer, c'est lui qui va, comme on appelle, celui qui va coordonner les actions des services techniques déconcentrés de l'État vis-à-vis des collectivités territoriales. Et ça, on renforce, si vous voulez, les pouvoirs du chef des circonscriptions administratives territorialement compétent. C'est vraiment une très grande innovation. Ensuite, il y a, comme deuxième innovation, c'est la révision des critères pour l'érection des communes. Le critère utilisé dans ce nouveau code, c'est le critère économique, financier. C'est ça, les communes là vont être érigées sur la base de leur capacité à mobiliser les recettes propres. Pour les communes de moyen exercice, c'est-à-dire qu'une commune qui a des recettes propres inférieures à 50 millions de francs CFA, elle est considérée comme une commune de moyen exercice. Maintenant, lorsque les recettes propres de la collectivité territoriale dépassent les 50 millions de francs CFA, sans être inférieures à 5 milliards de francs CFA, elle reste une commune de plein exercice. Et ensuite, on a la troisième catégorie, c'est les communes à statut particulier qui auront des recettes propres supérieures à 5 milliards de francs CFA. À ce niveau, en ce qui concerne les communes de plein exercice, elles vont être sous délégation spéciale. Ça veut dire, ici, au niveau de ces communes, il y aura un représentant de l'État nommé qui va gérer, administrer cette commune-là avec un collège de 7 personnes qui vont l'assister. Donc, au total, 8 personnes. Ces personnes-là sont également désignées par l'administration? Non, ces personnes-là sont désignées au sein des différentes composantes de la société. Il y aura les représentants des jeunes, les représentants des femmes, les représentants des COVED, les représentants des personnes handicapées, les représentants des catégories socio-professionnelles. Et c'est au sein de ces différentes catégories-là que l'élection de la désignation ou l'élection de ces différents représentants-là va se faire. Par exemple, quand on prend les jeunes, il y a un test qui viendra encadrer comment est-ce que l'élection du représentant des jeunes va se faire, certainement avec le chef de circonscription administrative territoriale compétent qui va organiser ces jeunes-là et procéder à l'élection des représentants des jeunes qui vont siéger donc au sein du conseil qui est géré par un administrateur nommé par l'État. Exactement. Non, pas un administrateur nommé par l'État, mais... On peut dire, oui, comme ce qui se passe actuellement. Non, ce qui se passe actuellement, en cas de délégation spéciale, c'est le représentant de l'État territorialement compétent, alors qu'ici, l'État se donne la latitude de nommer quelqu'un qui va gérer la collectivité territoriale avec les sept autres. Voilà. Et ça,
lorsque la commune va arriver à mobiliser des recettes propres qui vont dépasser les 50 millions de francs CFA, elle pourra maintenant entrer dans la catégorie des communes de plein exercice. En ce moment-là, on va procéder maintenant à des élections. Le maire va être élu au suffrage universel direct. Elle aura des conseillers qui vont être élus au suffrage universel direct. Et il aura également des représentants désignés au sein des composantes de la société, notamment les jeunes, les COVED, comme je viens de l'expliquer. Voilà. Ensuite, comme autre innovation, sur ce projet de code, il y a l'établissement d'un contrat d'objectif entre l'État et le président du Conseil de collectivité territoriale. Donc, le représentant de l'État va veiller à la mise en œuvre de la politique gouvernementale au niveau de la collectivité territoriale. Est-ce que le maire, si on peut le dire entre griffes, hein, parce que je ne sais pas s'ils vont être appelés maires, est-ce qu'il est focus sur les objectifs qui sont tracés par l'État? Est-ce qu'il met en place ou en œuvre, c'est-à-dire la politique au plus haut sommet? Exactement. Puisque son rôle, c'est de veiller à la prise en compte des actions du gouvernement au niveau de la collectivité territoriale. Et il va également procéder à l'évaluation du président du conseil de collectivité territoriale. Et autre élément très important, il va veiller également à ce qu'on prenne en compte les priorités des populations à la base. Vous voyez que là, c'est un changement majeur où l'on renforce le rôle du représentant de l'État dans la gestion des collectivités territoriales. Il y a également, comme je le disais tantôt, la redéfinition même des critères en ce qui concerne les compétences qui vont être transférées aux collectivités territoriales. Donc, dorénavant, pour tout transfert qui se fait vers les collectivités territoriales, il faut que ce transfert-là soit accompagné de ressources financières pour permettre aux collectivités territoriales d'exercer les compétences qui leur sont transférées. Oui. Et à ce niveau-là, on a distingué 3 niveaux de compétences. Il y a ce qu'on a appelé les compétences exclusives. C'est-à-dire quand la compétence est exclusive, lorsqu'elle est exercée entièrement par la collectivité territoriale, elle est faite sans partage. C'est-à-dire que si c'est une compétence exclusive, la collectivité territoriale va l'exercer sans partage, ni avec l'État, ni avec une autre collectivité territoriale. Il y a ce qu'on va appeler la compétence partagée. La compétence partagée, ça dit que ce soit la collectivité territoriale ou bien une autre collectivité territoriale peut agir au niveau de cette compétence. C'est-à-dire quand je prends le cas de compétences partagées, si on dit par exemple au niveau de l'éducation, la construction, l'équipement, tout c'est une compétence partagée. C'est-à-dire aussi bien l'État peut construire, l'État central peut construire des infrastructures éducatives. Les collectivités également peuvent construire des infrastructures éducatives. Et l'État central peut transférer des ressources à la collectivité territoriale là, pour exécuter. Voilà. Il y a également ce qu'on va appeler la compétence consultative, c'est-à-dire que sur les projets d'intérêt national, on peut consulter la collectivité territoriale ou bien sur des questions assez stratégiques, on peut recueillir l'avis de la collectivité territoriale. Alors, Gervais Nadambega, les innovations, elles sont nombreuses, donc pour ce nouveau... On peut peut-être aller avec 2 innovations avant d'arrêter. Tout à fait. Il y a également la prise en compte d'autres acteurs dans la composition des partis politiques. Je venais de le dire. C'est-à-dire, on va dans une forme d'inclusivité. C'est-à-dire, c'est aussi bien les représentants des partis politiques que les représentants des différentes couches au sein du Conseil de collectivité territoriale. Et là, quand vous voyez un peu, comme prochaine innovation, c'est la question même de la réduction du nombre de conseillers municipaux. Donc, avec cette réduction du nombre de conseillers municipaux, on aura par exemple pour la commune de plein exercice et les communes de plein exercice, on aura 20 conseillers. 20 conseillers. Et les 20 conseillers, il aura le maire qui va être élu au suffrage universel direct. 8 qui vont être élus au suffrage, 8 conseillers qui vont être élus au suffrage universel direct. Et les 11 autres là viendront des différentes composantes de la population. Et pour ce qui concerne les arrondissements, c'est le même mécanisme, 16 conseillers. Et dans ces 16-là, il y aura le maire d'arrondissement qui est élu au suffrage universel direct. Et il y a également des conseillers qui vont être élus au suffrage universel direct. Et certains vont être désignés par les différentes composantes. Pour la commune à statut particulier, à ce niveau-là, le maire de la commune à statut particulier est élu au suffrage universel direct. Les maires d'arrondissement vont renforcer
vont être membres du conseil municipal de la commune à statut particulier, plus 2 conseillers qui vont être désignés au niveau de chaque arrondissement et qui vont siéger au niveau de la commune à statut particulier. On aura au total 37 conseillers. Et pour ce qui est de la commune, ça c'est pour le cas de la commune de Ouagadougou, et pour ce qui est de la commune de Bourg-du-Lasso, nous aurons 22 conseillers municipaux. Donc l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on réduit le coût de fonctionnement des conseils de collectivités territoriales. Et même quand on prend la première innovation, c'est-à-dire la première innovation, lorsque je parlais de comment on appelle, de la commune de moyen exercice, la commune de moyen exercice, vous voyez qu'à ce niveau, on réduit également de façon considérable le coût d'organisation des élections. Puisque dans ces communes, il n'y aura pas d'élections jusqu'à ce que ces communes-là changent de statut et deviennent des communes de plein exercice. D'accord. Alors, Gervais Narambega, il y a beaucoup d'innovations donc dans ce nouveau code. Alors, M. Batoro en a parlé justement. Quel est votre avis sur ces différentes innovations? Est-ce que vous pensez que ça va permettre, en tout cas, j'allais dire, d'amoindrir, si on peut le dire, les manquements qui ont été vécus donc dans la gestion des différentes collectivités territoriales? Et est-ce qu'il y a des innovations de façon particulière qui retiennent votre attention? Il faut beaucoup saluer effectivement cette initiative. Parce qu'en fait, dans ce qui se passait avant, c'est comme les Anglais l'appellent, one size fit all. On était allé à quoi? Une seule mesure pour l'ensemble effectivement des 400 et plus communes, collectivités territoriales. Alors là, on perdait de vue les spécificités que certaines collectivités territoriales avaient au regard de leur capacité de mobilisation, au regard effectivement de leur taille, etc. Donc, il faut saluer ça. Maintenant, de façon globale, il faut se dire une chose. Le texte dans l'ensemble est très bon. Les propositions sont très bonnes. Mais, il faut que l'on sache et retienne toujours que c'est la valeur des hommes qui va faire effectivement la différence dans la gestion. Si vous prenez le cas passé, regardez la commune de Ouagadougou. On arrive à une situation, et c'était à noter également dans le bilan, où on fait un leasing bail avec effectivement une société pour changer l'ensemble effectivement du parc d'équipements et automobiles qui nous conduit dans une situation où les véhicules et les équipements passent du simple effectivement à 5 fois leur prix, où la maintenance est à la charge effectivement de l'État en dépit de tout, de la collectivité territoriale en dépit de tout. Mais c'est une aberration qui est non seulement de l'incompétence et de l'ignorance en matière effectivement de gestion, sinon alors du banditisme. Parce qu'on ne peut pas accepter effectivement ça dans un État gouverné. C'est une affaire qui avait fait grand bruit. Donc, et c'est une chose qui doit être suivie. Parce qu'effectivement, ça doit être pédagogique. Maintenant, je reviens au cas spécifique des innovations. On prend effectivement la classification. Elle est très bonne, il faut la saluer. Parce que ça différencie, ça permet que ce soit dynamique et ça permet d'apporter effectivement un appui différencié. Et il faut porter ça dans l'appréciation de ce que je vais appeler effectivement, de ce que l'on appelle le portage de façon générale. Et au niveau du portage, il faut distinguer le portage administratif. Et ici, quand on regarde, il faut simplement faire attention à une chose, parce qu'une chose est d'apprécier, une chose c'est d'attirer l'attention sur les risques. Ici, il faut faire attention à ce qu'on oppose à un moment donné. On n'oppose pas à un moment donné les collectivités urbaines aux collectivités rurales. Dans le sens où la majeure partie des collectivités rurales sont des collectivités qui ne peuvent pas mobiliser pour le moment de grandes ressources. Et si on ne fait pas attention, elles peuvent demeurer comme ça assez longtemps, parce qu'il faut avoir, ça revient dans le cercle vicieux il faut avoir de l'argent pour investir. Et si on n'investit pas, on n'a pas l'argent, donc on demeure effectivement où on est. Ça veut dire qu'il faut réfléchir, pousser la réflexion à voir comment un appui particulier peut être apporté à ces collectivités territoriales rurales pour, ne serait-ce qu'effectivement dans les infrastructures marchandes, etc., qui viennent effectivement de l'État central, oui. De l'État central. Il y a aussi
l'élection, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention parce que si vous écoutez effectivement les réactions après cela, après le projet, qu'au stade du projet, vous voyez que les gens ont de l'aversion aux élections. Et ils ont de l'aversion qu'il faut comprendre. Une aversion que je vais dire légitime, au regard effectivement de l'expérience précédente. Je ne vais pas revenir dessus, on a montré des situations, on a montré que les élus n'étaient pas élus effectivement, ils étaient presque imposés, puisque c'est la puissance du parti. Et on donne effectivement la puissance du parti à quelqu'un que l'on positionne. Ce n'est pas sur la base effectivement de son intégrité. Ce n'est pas sur la base effectivement de ses capacités, de ses compétences. Mais c'est sur la base effectivement de la puissance des partis. Ça, il faut faire beaucoup attention aux élections. Et faire de façon chronologique. Que s'il y a des élections, qu'elles viennent après effectivement une refondation totale qui apporte de nouveaux partis ou de nouvelles formes effectivement de structuration. D'accord. Voilà. On va revenir donc sur l'opportunité et le timing. Ok, d'accord, l'opportunité et le timing. D'accord, ok. Donc je continue effectivement sur un autre aspect de l'élection. À partir du moment où on fait la prudence d'avoir un contrat d'objectif avec effectivement les maires élus, c'est une bonne chose qui corrige ce que je disais, j'évoquais comme problème, qu'il n'y a pas de programme sur lequel effectivement les gens battent de campagne. Et qu'il y a une comme rupture entre le programme du candidat qui obtient l'élection au niveau national et le programme effectivement de la commune. Les PCD ne peuvent pas remplacer ça. Parce que vous savez comment les PCD sont faits. On va vendre ça, on fait du couper-coller et puis on vient mettre, on change. Non, ça ne peut pas permettre effectivement le développement. Maintenant, il faut éviter que le contrat d'objectif, ça doit être flexible pour que ça ne devienne pas une autre façon de récupérer la tutelle, d'imposer effectivement la tutelle. Ça, c'est la première des choses à laquelle il faut faire attention. La deuxième des choses à laquelle il faut faire attention avec cela, c'est que on a le contrat d'objectif avec le maire. Mais il faut veiller à ce que le programme, puisque le contrat d'objectif se signe avec il intègre parfaitement suite à des échanges que l'on doit vérifier entre le maire et son conseil avec les populations. De sorte que le budget, le programme, etc. soit participatif. Et que ce ne soit pas seulement sur la base de oui, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça. Donc ça, c'est au niveau effectivement de l'élection des maires, sur à quoi il faut faire attention. Et il y a que le remplacement du mécanisme de collaboration avec... je comprends que c'était important qu'on ait les deux structures, préfecture, préfet, maire et collectivité territoriale, parce qu'il faut que l'État, dans le portage, assure effectivement qu'il y ait la continuité sur le terrain. Mais il faut faire beaucoup attention, et je pense que la somme de contrats d'objectifs et le suivi qui va avoir lieu va permettre de réduire ça, parce que vous avez dit aussi en quelque part que la coordination va être revue. Et que, j'espère, il va y avoir des textes qui cadrent très bien les responsabilités de part et d'autre, et qu'il y ait cette fois-ci, de façon institutionnelle, des cadres de concertation. Parce que pour le moment, là où ça ne fonctionne que sur la base de la volonté, de la flexibilité, de l'expertise, de la compétence, et puis de la compatibilité entre les humeurs. Sinon, il y a un conflit de compétences, et puis il y a un qui dit « je suis légitime parce que moi je suis élu par le peuple, par les populations », et l'autre dit « mais moi je représente effectivement l'État ». Alors, on va voir l'avis de Bayala sur ces innovations qui ont été apportées à ce nouveau code. Alors, quelles sont les innovations d'abord qui retiennent votre attention et justement, comment est-ce que vous appréciez donc l'ensemble de ces nouvelles mesures qui ont été adoptées dans l'avant-projet de loi qui va être transmis donc à l'Assemblée nationale? Oui, c'est déjà saluer le caractère audacieux, parce qu'en lui-même, c'est un acte nouveau, d'oser sortir de ces sentiers battus d'une décentralisation imposée au pas de course des partenaires extérieurs et de réfléchir à une forme de décentralisation dont nous sommes acteurs et avec lequel nous partons au rythme des ressources humaines et matérielles et surtout avec une vision que nous assignons à l'ensemble de ce projet.
Ce qui m'a marqué, c'est surtout quand je vois un contrat d'objectifs. Je pense que de plus en plus, il nous faut engager les gens avec une sorte de cartographie de responsabilité on les affecte. Et que sur la base de ça, on puisse les évaluer et les déchoir ou renforcer leur capacité à l'effet de continuer à être dignes de porter certains leviers de l'État. Parce que là, il s'agit cette fois-ci de nous approprier notre décentralisation et d'en faire un levier de prospérité collective et de libération de ces campagnes moyenâgeuses qui ont pendant longtemps sous ce même code végété dans une forme de crasse généralisée. Et ça, c'est un élément assez clé qui montre qu'il y a une volonté véritablement de saisir l'opportunité d'un développement qui part des campagnes, qui part des collectivités territoriales et tout le reste. C'est aussi très important de nuancer. Et moi, j'étais en train de réfléchir, je me demandais, le principe, par exemple, de nomination, c'est quelque chose de très innovant. La restauration du suffrage direct, c'est important. Ça permet de ne plus avoir, comment on les appelle, des sous-traitants politiques qui, pour l'opportunité circonstancielle de l'élection ou des besoins d'être conseillés ou tant, ça va même voir les partis politiques se revêtent comment dirais-je, d'une sorte de tunique et reviennent. Je pense que le fait surtout de tenir compte que c'est important pour l'État qui a besoin de ces collectivités territoriales, parce que l'État central a besoin de ça pour ne pas sentir tout le poids sur lui, mais également ne pas être absent parce que c'est ce que je comprends. Une interaction, ce n'est pas la fin. Ça ne veut pas dire que l'État se désengage et laisse aux collectivités territoriales locales de se charger de toutes les questions qui sont les leurs. Je pense que quand on parle de responsabilité partagée, c'est suffisamment évocateur que l'État continue d'être l'arbitre de tout ce processus, même si son niveau d'implication va varier selon les circonstances et selon les zones. L'attelage aussi est surtout de dire nous voulons le développement, nous voulons le progrès. C'est pourquoi nous allons vers la décentralisation. Pour ne pas perdre cela de vue, on a changé l'adossage, c'est-à-dire que le principe de l'importance de la commune n'est plus fonction de la quantité de citoyens, mais plutôt d'un principe qui est celui effectivement de la création de richesses, de la création d'emplois. Questionnons la capacité d'employabilité de nos communes. Et pourquoi il y a cette course vers les capitales ou certaines agglomérations de jeunes ayant des bras valides, ayant toutes les capacités et les qualités, ayant les mêmes diplômes, qui sont obligés d'abandonner leur zone ou d'abandonner les lieux où ils vivent de façon régulière pour se retrouver vers les métropoles, parce que effectivement il y avait un système politique de gouvernance locale qui peut-être se contentait d'observer la chute libre de tous les indicateurs de prospérité, de développement et de progrès. Mais si cette fois-ci on dit que chaque commune, en fonction de son gabarit, a mobilisé par lui-même et pour lui-même 50 millions à tel statut, s'il est à même de mobiliser telle autre quantité de ressources, je pense que ça va créer une émulation. Et je pense que cette émulation, c'est une émulation saine qui va envoyer une sorte d'accélération de notre développement national. Parce que qui voudrait végéter, je ne sais pas, et quel prestige ça attire sur les communes de petit exercice ou c'est moyen exercice, d'être dans un cycle où ça se répète, on envoie, on nomme, l'État nomme, après on vire, on renomme un autre. Je pense qu'à un moment donné, les populations et le monsieur qu'on nomme, il va avoir, bon, c'est pas la bagarre, mais il va avoir une instance de vérité pour dire, mais non, regardons, quelles sont les potentialités de la localité? Parce que nos localités ne sont pas déshéritées. C'est les hommes qui les dirigent qui, d'une malhonnêteté, d'un sens de cupidité élevé, n'ont jamais su cartographier les opportunités qui sont là. Dites-moi, dans quelle partie du territoire burkinabé il n'existe pas
d'opportunités économiques. Il n'y en a pas. Si ce n'est pas l'oignon, c'est le l'ail. Si ce n'est pas le l'ail, c'est le citron. Si ce n'est pas le citron, c'est certaines ressources minérales assez importantes, y compris l'eau. On a besoin d'hommes véritablement créatifs, imaginatifs, pour suppléer l'État. Et sortir aussi de l'idée que l'État, c'est un magicien. La magie viendra de nos têtes, de nos cerveaux, de nos bras et de nos pieds. Et donc cet attelage permet effectivement d'embraser tout le monde. Et moi je pense que c'est un attelage important. Quand vous regardez par exemple des pays comme la Chine, rien qu'avant-hier je discutais avec un doyen qui me dit il y a 5 ans en arrière, il était dans un village chinois, mais les villages chinois de l'époque n'avaient pas un visage plus reluisant que nous, nos campagnes. Mais les mêmes villages, avec le soutien et la vision de décentralisation de l'État, ont progressivement été mutés vers des zones spécialisées. Et certains villages, dans la production nationale de biens manufacturés, comme le vélo, ont, pour les pièces de vélo, ils sont spécialisés dans la production du maillot. Et ces devises sont partagées en deux. Lorsque les recettes rentrent, et on permet à chaque entité, vous produisez les pédales, vous produisez les rayons, vous produisez, et ça crée une forme d'émulation économique où l'État participe à ancrer une chaîne de valeur assez importante. Mais en plus de l'État qui viendra avec des projets de cette nature, il faut que les jeunes qui vont représenter... Voilà. Dans les communes, en tout cas, des personnes assez imaginatives, en tout cas, pour créer, de la richesse. J'ai vu quelqu'un qui parlait d'une commune, commune de rêve, Ziga, où par exemple on a des PDS, il faut le dire. Et si on félicite, on critique beaucoup les PDS en ce moment, il faut reconnaître qu'il y en a qui ont même anticipé et qui anticipent par rapport à ça. Comment mobiliser toutes les couches sociales pour qu'elles soient au devant de leurs propres besoins? Est-ce que c'est maintenant que nous expérimentons ça? Sous la Révolution, ça avait été expérimenté. Donc il faut reconvoquer des recettes qui ont fonctionné, mais qui, du fait de l'attelage néocolonial de notre État, a préféré sous-traiter notre décentralisation à des institutions de Bretton Woods, et sous le rythme desquelles nos maires et nos conseillers couraient et ne faisaient que d'une seule source de revenus de leurs besoins économiques que les jumelages. Mais là où tu t'en vas jumeler, là, tu dois poser la question, comment eux ils font pour être en capacité de jumeler? Et le jumelage c'est dans un sens. Eux ils t'apportent et toi tu participes au fora pour demander. À un moment donné, il faut que ce visage change. On vous a bien compris, alors on est très talonné par le temps. On va écouter alors le docteur Nebié sur ces innovations qui sont en tout cas prévues dans le nouveau code en préparation. Non, les innovations, je pense que dans l'ensemble, toutes les innovations sont assez intéressantes. Je ne vais pas les citer encore parce que le DG Batoro, Madame Bega Bayala les ont déjà cités. Et j'avoue que quand je prends l'ensemble, il y a au moins 8 innovations. Toutes les 8 innovations me plaisent beaucoup. Sauf que là où je voudrais véritablement axer mon intervention, le doyen Madame Bega l'avait déjà dit. Le texte, il est beau. Mais les textes ne valent que de ce que l'on en fait. Que ce soit les communes à moyen exercice, où on va nommer directement, l'État va nommer, ou les communes de plein exercice, ou à statut particulier, où les maires seront élus au suffrage universel, il dirait plutôt, il faut véritablement qu'on mette l'accent sur la qualité des hommes. Pour ce que les premières communes, j'allais dire les communes de moyen exercice, puisque c'est l'État qui a la responsabilité de nommer le premier responsable au niveau de cette commune-là, de ces communes-là. Il faut que l'État véritablement sache qui est-ce qu'on désigne. Ce n'est pas parce que c'est l'État qui a désigné que forcément la personne fera un bon travail. Même aujourd'hui, on a des personnes nommées par l'État, mais qui ne font pas le travail qu'il faut.
Il y en a aussi qui sont nommés, ou bien qui seront nommés, si on prend le cas des mairies, par l'État. Et une fois nommés, arriver au lieu de travailler davantage à rassembler les populations de la localité, à impulser un développement, vont entrer dans un processus plutôt de s'auto-enrichir. Ça existe. Mais je pense qu'à ce niveau, puisque c'est l'État qui va nommer, l'État aura l'œil sur ces personnes qu'elle aura désignées, qu'elle aura nommées. Pour ce qui concerne les autres communes, donc les deux autres types de communes, communes de plein exercice et les communes à statut particulier, oui. dont c'est le suffrage direct qui sera appliqué pour désigner les premiers responsables. Quand le 30 octobre, à l'issue du Conseil des ministres, le tollé général qu'on a vu sur les réseaux sociaux montre à souhait l'aversion et une aversion légitime des populations actuelles pour tout ce qui est en lien avec les élections. Des gens se sont posés des questions. Vous parlez tout à l'heure du timing, qu'on allait y revenir, mais bon, c'est le moment. J'y vais directement. Le timing, oui. Les gens se posent beaucoup de questions. Comment peut-on comprendre qu'on soit en révolution et on nous parle de textes où il est question d'élection? Et c'est une question légitime. Et moi, j'avais lu déjà le rapport. Je sais que dedans, on ne dit pas explicitement qu'on organise des élections, mais peut-être que dans 100 ans, dans 50 ans, on aura élection. Parce que si on est en révolution et qu'on est unanime, qu'il faut qu'un certain nombre de bases soient consolidées avant éventuellement d'aller à ces formes d'élection-là. Ce n'est pas dans 3 ans, ce n'est pas dans 4 ans. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites le rêve justement d'appeler les gens aux élections, ce que vous avez construit sera déconstruit. Les populations à la base là, où vous faites tout pour que les gens soient unis, ceux qui vont prendre part à ces compétitions électorales vont encore une fois désunir les populations. C'est pourquoi j'estime que là également, l'État, c'est pas ce que nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, mais on espère que ce n'est pas pour nous appeler aux élections dans 3 ans ou dans 4 ans, parce que la base n'est pas encore solidement consolidée pour qu'on ait aux élections. J'allais terminer sur un aspect. Oui, avant donc de vous voyez, par exemple, en 2012, je fais un saut dans l'histoire. En 2012, moi j'ai assisté à une scène pratiquement surréaliste. L'UPC, le parti de Zéphirin Diabré, qui était parti sur toute la ligne pour occuper la mairie de Bogodogo, qui était l'arrondissement 5 en son temps. Arrivant au conseil, au commissariat du centre, pour l'élection du maire, enfin la désignation du maire par les conseillers, il y a un conseiller UPC, je me rappelle bien, à Sibo, qui a vendu sa voix au CDP. Et pour trahir. Et sur les champs, le CDP, son candidat en la personne de Issouf Sakandé, a été élu comme maire de Bogodogo. Mais c'est l'UPC qui a gagné les élections. Donc, il faut qu'on travaille pour éviter qu'à l'avenir, on ait encore droit à de tels spectacles, parce que ça ne nous véritablement pas. Et je crois que les populations, comme on l'a dit, puisqu'elles vont élire directement le maire, ça leur permettrait également de suivre ce que ces maires-là font. Sur la question de redevabilité, on a vu de par le passé, il y a les tribunes de redevabilité lorsque les mandats sont en train de finir et qu'on est en train de s'approcher d'une nouvelle élection. Ça également, il faut qu'on quitte dans ce schéma-là. Et les populations, il faut les inviter. Ce n'est pas seulement à la fin qu'il faut leur dire voilà ce que nous avons fait. Mais les populations elles-mêmes doivent être là, puisque les séances sont publiques, pour voir le budget qu'on vote là. C'est combien on vote comme budget et qu'est-ce qu'on prévoit justement construire ou réaliser avec ce budget. Et comme ça, les populations pourront suivre pas à pas
le budget au cours donc, du mandat de chaque conseil municipal. D'accord. Alors, je pense que c'est très important donc, de laisser M. Batoro réagir donc, sur tout ce qui a été dit, notamment l'opportunité donc, de faire cette loi maintenant, pendant que nous sommes en révolution. La question est largement débattue donc, par les citoyens. Et comment est-ce que ça va se passer? Ça sera ouvert aux partis politiques? Comment concrètement ça doit se passer? Sur l'opportunité d'abord, le timing. Est-ce que pendant que nous sommes en révolution, alors on doit voter ces textes? Si c'est validé par l'Assemblée nationale, quand est-ce que voilà, on ira aux élections? Okay. Je crois, avant de répondre à cette préoccupation, je voudrais quand même, par rapport aux affirmations de de jeune frère Nébier, peut-être apporter un bémol. Les journées de redevabilité s'organisent actuellement. Oui, et il y a même, par les PDS. Par les PDS. Il y a même un guide de redevabilité qui a été conçu et qui est utilisé comme référentiel pour organiser aujourd'hui les journées de redevabilité au niveau des communes. Dans la nouvelle loi, on fait obligation de faire deux journées de redevabilité dans l'année au lieu d'une seule journée de redevabilité. Et ça, c'est un élément quand même assez important. Ensuite, toujours avant de revenir, il y a deux innovations sur lesquelles je souhaiterais ajouter. Tout à fait. C'est l'innovation concernant la question de la mobilisation communautaire. Elle est très très importante si l'on veut vraiment que les citoyens participent de façon active au développement de leur collectivité territoriale. Parce qu'en réalité, l'essence même de la décentralisation, c'est d'avoir des élus locaux qui peuvent vraiment mobiliser les citoyens autour des projets de développement pour améliorer leurs conditions de vie. Et un autre élément quand même assez important, c'est un peu, si vous voulez, un portrait, ou bien si vous voulez, un profil là, pour le maire à élire. Et avec ce profil, on a à peu près une idée des valeurs, il y a des critères. Il y a des critères. Voilà. Et vous voyez que les populations elles se connaissent bien. Et si vous n'êtes pas correct, c'est sûr que rapidement on va attirer l'attention que celui-là ne peut pas nous gérer parce qu'il y a tel ou tel élément contre lui. C'est vraiment assez important. Alors, est-ce que ce sont les partis politiques qui oui. J'aimerais également revenir sur la question de la crise sécuritaire, les défis. Défi en lien avec la sécurité. Vous voyez ici, on a fait un réaménagement qui a été fait. On reste toujours dans les 4 commissions permanentes au niveau des communes. Mais on crée de nouvelles commissions. On crée une nouvelle commission et on fait un réagissement avec une nouvelle commission. On crée la commission, et c'est la commission sécurité et défense civile qu'on crée. Et on prend encore une commission agro-silvo-pastoral, aménagement du territoire, environnement, voilà, et gestion foncière, pour être en phase avec les défis du moment. Maintenant, pour venir à votre préoccupation, c'est maintenant qu'il faut faire cette réforme-là. Vous voyez, beaucoup d'éléments dans cette réforme-là. Il y avait des propositions qui avaient été faites, mais qui avaient été balayées. C'est le moment propice d'avoir des réformes. Et la loi dispose pour l'avenir. L'organisation des élections relève du pouvoir discrétionnaire des premières autorités. Au moment où elles vont estimer que la situation sécuritaire ou bien les conditions s'y prêtent pour aller aux élections, on ira aux élections. Mais en allant aux élections, il faut bien avoir un référentiel qu'on va utiliser pour pouvoir organiser nos collectivités territoriales. Tout à fait. Et voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Alors, donc, si on revient sur cette question spécifique dont Dr Nébier a parlé, est-ce que cette élection ou ces élections qui sont prévues, pour lesquelles on prend des dispositions pour l'avenir, vous l'avez dit, on n'a pas de date, mais est-ce que ça sera ouvert aux partis politiques? Comment, comme vous l'avez dit, il y a des critères qui seront donc définis pour faire un profil robot donc d'un maire si au cas où il y a élection. Alors est-ce que c'est ouvert aux partis politiques, aux citoyens, puisque ça va être des élections à suffrage direct? Comment concrètement ça va se passer? Non, au moment opportun, le gouvernement avisera, puisque c'est un texte qui dispose pour l'avenir. Au moment d'y aller, par exemple, la question des communes. Quand je prends par exemple la question des communes, les communes de moyen exercice, les communes de plein exercice. Si par exemple les élections c'est en 2030, il va falloir faire une appréciation des communes qu'on va pouvoir classer comme communes de moyen exercice, communes de plein exercice. Et
en principe, les réflexions dans ce sens-là, il faut que la commune soit dans une dynamique évolutive. C'est-à-dire avoir des recettes propres. Donc il y a un travail à faire. Et c'est à l'issue de ce travail-là, bon, que les orientations seront données pour la suite du processus. D'accord. Alors nous sommes pratiquement à la fin donc, de l'émission. On va permettre peut-être à Gervais Nadambega et à Imhotep Bayala de réagir donc, sur l'opportunité, le timing donc, de ce projet de loi. Alors M. Batoro vient de dire que c'est une loi qui dispose pour l'avenir. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est maintenant qu'il faut mettre les fondations pour pouvoir agir au temps voulu. Alors, ce qu'il dit me rassure, parce que c'est clair, il nous faut une approche démocratique pour tout ce que nous faisons. Une approche démocratique qui permette effectivement de mobiliser, mais de mobiliser sur une base qui donne la légitimité à tous les acteurs. Ceci dit, cette démocratie, elle peut être une démocratie par le centralisme démocratique, au regard effectivement du mouvement porteur de la révolution qui sera en place. Mais il faut effectivement ne pas avoir peur du mot élection dans ces conditions. Sauf que lorsqu'on parle effectivement du timing, on regarde souvent seulement le temps, c'est en anglais, hein, on regarde le temps, c'est quand est-ce effectivement ça va se faire. Moi je préfère utiliser le terme de la chronologie. Et dans le cadre effectivement de la chronologie, définir ce qui peut arriver d'abord avant que d'autres choses arrivent. Ce qui doit arriver d'abord, pour moi, si nous sommes en rupture, nous voulons faire la révolution, il faut un mouvement, une organisation qui porte effectivement la révolution. Et c'est par la nature, la structuration du mouvement qui porte la révolution que l'application de ce nouveau texte, qui est fait effectivement pour l'avenir, va s'appliquer. Secondo, il faut que dans cette réforme, nous, si nous voulons mettre effectivement un mouvement, et nous sommes conséquents avec nous-mêmes, une organisation qui porte la révolution, il faut que l'ensemble des partis politiques aujourd'hui soient dissous. Complètement. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on veut faire la rupture en disant seulement que c'est le procédé électoral qu'il faut qu'il faut changer, mais aller avec les mêmes personnes. On a parlé tantôt de l'homme burkinabé et de la qualité de l'homme qu'il faut mettre en place. On a beau faire un porteur robot, si vous allez dans un panier de pourris, pour prendre effectivement, vous allez effectivement prendre le meilleur des pourris. Et il sera pourri. Donc pour moi, il faut d'abord ça. Un. De deux, il faut travailler à ce que l'esprit de la rupture soit assimilé, accepté ou imposé. Parce qu'on ne peut pas continuer de faire les mêmes choses et s'attendre à ce qu'il y ait un résultat différent. Et si ça doit avancer, ça avance dans le cadre effectivement de la rupture. Si ça ne doit pas avancer parce qu'il y a une coalition effectivement de frustrés qui sont attachés de façon nostalgique à la pourriture et qui souhaitent effectivement sur cette base-là travailler pour que ça revienne. Si c'est une question de rapport de force. Il faut mettre donc des gars. S'ils travaillent effectivement à ce que ça revienne en arrière, c'est que les révolutionnaires n'auront pas été conséquents. Sinon, c'est... Et je vais finir juste par revenir sur deux petites choses. C'est saluer le fait qu'il y ait une autonomie qu'on ait donnée aux arrondissements dans le cadre des collectivités territoriales à statut particulier. Parce que ce qui se faisait, c'était quoi? C'était que les présidents de collectivités territoriales jouaient effectivement au grand Manitou, et puis je veux mon budget, à tel arrondissement, on donne 33 millions, 20 millions ici, et puis bon, allez-y vous amuser avec ça, distribuez-vous du carburant, parce que c'est ça qui vous intéresse, et puis bon, avec le reste, je passe mes marchés et je m'en sors. Et pour ça, je peux même aller demander à faire du gré à gré, et demander qu'on passe effectivement l'enveloppe sur laquelle je peux aller pour le gré à gré, qu'on l'élargisse. Non, il faut effectivement que ce banditisme dans les collectivités territoriales soit arrêté par le texte, soit arrêté par la vigilance et la justice. Sinon, on n'aura pas bougé.